Salut Fred, Hello, hello. ça va? Ça va toujours Bonne nickel. semaine? Ouais, chargé. Chargé. Et Euh, notamment ce week-end, enfin cette semaine, pardon, on aimerait plus vous parler d'un sujet un peu plus design, branding design, packaging design, donc quelque chose de plus léger, moins de hmm. questionnement et beaucoup plus d'esthétique et de packaging. un Donc tu épisode, m'avais envoyé sur... un épisode inspiration. Voilà. Voilà. Il y a Donc c'est le, sûr que ce il y a le sera pas contenu, trop un épisode audio pour tous il y a ceux le qui écoutent contenu et le le contenant. podcast. Voilà. C'est ça. Et pour ceux qui écoutent le podcast, on vous invite à venir sur YouTube pour voir un petit peu les designs dont on parle et qu'on va défiler sur le slide. Donc ouais, tu m'avais envoyé sur Discord parce qu'on converse sur Discord, on est des vrais jeunes. Et tu m'avais envoyé sur Discord un lien de The Spirit Business, le blog, le site web. Et c'était un lien qui parlait du concours. Alors, je ne sais pas si c'est un concours, un challenge, en tout cas. Ça s'appelle The Design and Packaging Master 2021. Et du coup, c'était les résultats de ce concours. Et alors, bon, comme dans tout concours, il n'y a pas forcément que l'aspect visuel qui compte. Là, pour le coup, ça compte quand même, ça fait partie des critères principaux. Mais dans les critères, il y a aussi le côté texture. Donc, je suppose texture de la bouteille et texture de l'étiquette. La présentation. Alors, je ne sais pas s'ils entendent par là le pack shot, par exemple. Donc, comment ton produit est présenté digitalement ou marketingment parlant, mais en tout cas, ils disent Ouais. dans leur insight beautiful presentation. Donc, je suppose que ça peut être les pack shots. Et puis, standout design, donc le fait que le design soit vraiment différenciant. Et je pense qu'on va séquencer ces épisodes packaging design en plusieurs catégories parce qu'il y a vraiment beaucoup de marques présentes. Là, pour cet épisode-là, on va plus se concentrer sur vodka, gin et tequila. Voilà. Donc, c'était par Voilà. catégorie, tout ça. Donc, voilà. Ouais. Donc, dans des prochains épisodes, il y aura tout ce qui est rhum, cognac, brandy, whisky, etc. Là, pour cet épisode, on se centre juste sur les 3 premiers, vodka, Et voilà. tequila et gin. Précédemment, on avait fait sur des packaging insolites et des produits insolites. Là, c'est plus sur l'esthétique Là, c'est globale. voilà. C'est ceux qui ont gagné des awards. Alors, je les ai pas tous sélectionnés parce qu'il y en a que je trouvais pas forcément oufissime. Là, l'idée, c'était de sélectionner des produits qui sortaient aussi un peu du lot. Et bah, c'est parti. Donc voilà, premier produit, Beer Prophet. Donc on a le côté prophète en termes de wording, c'est assez fort. Et puis on a toute une iconographie derrière qui peut paraître un peu Un côté craft, en tout gravure cas, aussi. ou gravure, ouais, que j'aime bien, avec le B plus P. Ouais, moi j'aime assez ça. Alors c'est pas forcément très innovant. Ça a été assez vu et revu ce genre de packaging, mais ça reste toujours très efficace, je trouve. Et je pense qu'il y a un jeu sur les dorures aussi. C'est pas juste. La dorure, je pense que là, clairement, quand t'as la bouteille en main, ça doit prendre une autre dimension avec le côté brillant, les reflets et tout. Sur le côté premium vodka, ça se voit typiquement qu'il y a de la dorure et du coup, on peut supposer qu'au-dessus, il y a un peu de gaufrage et de dorure aussi sur les éléments. Donc, bouteille plutôt standard, mais étiquette assez sympa. Ouais. Deuxième. On valide. Ensuite, With by Gin. With by Gin, ouais. With by, ouais, je sais pas comment ça se prononce, mais en tout cas là, c'est assez original. Rien que la texture de la bouteille. Il y a ce côté un peu granulaire, où je ne sais pas trop comment le qualifier, mais en tout cas, c'est pas lisse, quoi. J'ai envie de dire volcanique, mais on voit le cul de la bouteille où c'est comme un fossilisé sur la bouteille qui est couchée. Tu vois, je sais pas. Alors, je connais pas l'histoire de la marque et tout, mais bon. Ouais. Alors, c'est marrant parce effectivement, on dirait un nautile, non? C'est ça les trucs en spirale fossilisée, ça s'appelle des nautilus, je crois. Un truc comme ça.
Ma culture à ce niveau-là est nulle. Mais c'est bizarre, ouais. Je trouve pour le coup que l'étiquette ne lui rend pas hommage. Mais bon, c'est un style. Ultra étrange. Je dirais que ce produit est super insolite, plus que beau. Et parce que, il y a un mix entre la bouteille qui est très texturée et très spécifique, bien que classique en termes de bouteille de gin, et l'étiquette qui a vraiment sa forme en mode patch, sticker. Ça, je crois que ça revient en termes de tendance. C'est tout ce qui est patch ou sticker, et c'est assez tendance. Mais ça, sur cette bouteille-là, avec quelque chose de très tradit en dessous, un bandeau qui vient vraiment faire l'arrondi en dessous, c'est assez osé. Après, je ne sais pas quelle couleur a le jean, parce que là, on peut voir qu'il y a une couleur un peu bleue ou un peu rouge. Ça doit être sûrement aromatisé. Ouais. Peut-être un slow jean. Mais en tout cas, le devant, c'est classique. Enfin, bref, là, ce qui se démarque par rapport au précédent, c'est vraiment le côté texturé de la bouteille. Mais sinon, on a encore les dorures. Moi, je dirais c'est un peu le désigual du gin, tu vois. Un peu too much, un peu plein de styles artistiques en même temps. Mais à mon avis, il y a un public pour ça. Donc, ça vaut le coup d'être mentionné. Okay. Next, Arbor Agnès, c'est un autre gin. Ouais. Alors ça, moi, j'ai adoré, vraiment. Alors, j'adore le pack shot avec les fleurs, etc. J'adore l'utilisation de la typographie qui est typiquement nouvelle génération. Ça me fait penser à Harburg aussi, ce côté un peu celtique peut-être dans le A, dans le R, dans le E. Effectivement. Mais ouais, j'adore. C'est assez bold, comme on dit en anglais. Une couleur, donc soit rouge, soit blanc, soit jaune-vert. Mais en tout cas... C'est des mignonnettes, il me semble, la première. Ouais, c'est des mignonnettes, donc ça donne un effet... Parce que du coup, là, sur la slide suivante, t'as la bouteille, le vrai format. Ouais. Après, moi, je suis moins fan des bouteilles opaques comme ça. Alors, si vous envisagez de faire ce genre de bouteille, il y a un truc auquel on pense pas forcément, mais c'est comme elles sont opaques, pour les remplir, le niveau, vous ne le voyez pas. Si vous vendez ça à des bars, eux-mêmes, ils voient pas le niveau, donc ça peut être un peu relou s'ils font leurs inventaires et tout. Enfin voilà, c'est un truc qu'il faut avoir en tête, auquel on pense pas forcément quand on opte pour ce genre de bouteille dont on ne voit pas le liquide à l'intérieur. J'avoue. Et même après, toi, quand tu l'as chez toi, tu sais pas s'il reste un peu d'alcool ou pas, et tu peux être un peu blasé à la fin quand en fait il n'y en a plus. Petit détail, attention, mais ça fait quand même son... Mais après, tu la gardes en collection. Ça aussi, ce qui est cool, c'est que en termes de branding, les bouteilles opaques, quand ton produit il est fini, il reste toujours classe. Et quand tu es sur les réseaux sociaux et quand tu dis aux autres de taguer ton produit, etc., en fait, ton produit, dans n'importe quelle circonstance, il sera quali, il sera classe. Tandis que les bouteilles transparentes, une fois que tu as vu le produit, au final, ça n'a plus le même design, la même gueule. Et les gens, c'est pas tous des photographes. Donc, sur les réseaux sociaux, quand ils partagent ton produit, ils peuvent le partager avec le liquide à moitié bu et tu vois plus le logo parce que c'est blanc sur blanc, etc. C'est un petit détail marketing ou esthétique, mais ça peut faire son... La conclusion, c'est soit vous ciblez les Instagrammeurs, soit vous ciblez les barman ou vous-même qui les remplissez. Ouais. En tout cas, très génération Z entre l'illustration, les couleurs utilisées et la typo. Moi, je suis ultra fan. Next. Cool. Next. Bon, là, on voit pas forcément des masses, mais Tequila Pas Tiempo. des masses, mais Tequila Tiempo. On peut apercevoir une bouteille assez mignonne, je trouve. Le format d'étiquette qui change un petit peu. J'aime bien ce côté aussi, pas forcément arrondi, classique, mais vraiment avoir un côté un petit peu ornemental sur le début, enfin un cut-out qui est assez cool pour une étiquette. La petite collerette autour. Et puis surtout, on peut voir là l'illustration avec le soleil, les palmiers, etc. sur le packaging qui est à côté, sur le coffret. On peut se douter que
que c'est un produit qui est assez joli à consommer. Donc, je suppose qu'il y a de l'agave dedans. Ah bah oui, Enfin, c'est fait à base tequila. d'agave, de toute façon. Petite inspiration tatou aussi, je dirais. Voilà. Ouais, Note, sur le cœur avec l'œil au milieu. Ok, next. Next. Alors là, il y en a pas mal. Archie Rose. Archie Rose. Là, je t'avoue, moi, je suis pas emballé. Donc, il y a plusieurs bouteilles de ce truc. Donc, plusieurs. Donc, il y a la vodka. Ouais, j'en ai mis 3. Gin. Alors, moins emballé sur le premier, mais sur le deuxième, ce que j'ai aimé, au-delà de la bouteille en elle-même, c'est le côté trendy des couleurs. Ouais. Et le choix des couleurs. Pastel, alors, ouais, le côté pastel, le côté bleu très monochrome derrière avec l'étiquette rose. Donc c'est là aussi où fait sens le pack shot. Et là, ce produit en soi, je le trouve pas esthétiquement magnifique ou autre. Il est vraiment classique. Mais par contre, les pack shots sont vraiment travaillés, notamment le deuxième et le troisième slide. Et ça, c'est Instagrammable. Et ça donne envie d'être acheté, d'être bu, juste parce que les couleurs sont assez pop. Et du coup, donc là, c'est plus une ode au pack shot, à la photographie. Ça me fait penser à Asteoria aussi. Ils ont des pack shots ou des photographies de leur cocktail sublime. Et ça fait toute la différence, quoi. Donc, pensez bien au pack shot dans votre branding. Absolument. Et puis on fera un épisode sur le côté RP et je vous dirai que c'est important. Voilà, teaser. Ok, bon, Archie Rose, je crois que c'est australien. Bref. Yes. Ensuite, un gin à base de baie, Seaborn. Berry Blush Gin. Bah, pour le coup, je sais pas d'où il est fait. Quand ça vient juste derrière Archie, là, on a l'impression qu'on est vraiment sur le même type de bouteille. Moi, je crois qu'il lui met une claque un petit peu. Ouais, mais il y a un petit embossage, comme ça qu'on dit. Il y a le petit logo là en relief dessus. Et il me semble, je crois deviner, que le cul de la bouteille, pareil, ça doit y avoir un espèce de coquillage moulé ou quoi, parce que... l'intérieur, il est beaucoup plus élevé. La bouteille est faite sur mesure, c'est sûr. Donc il y a un travail un peu... voilà, qui saute pas forcément aux yeux comme ça, mais... C'est peut-être une huître, hein. Parce que s'ils sont en mode Seaborn et tout, on dirait une limite comme si c'était une huître derrière. Carrément. Le petit embossage. Donc là, tu dis que ça ressemble à celui d'avant. Oui, formellement, de loin, en plissant des yeux. Mais je trouve que ce produit met une claque esthétiquement à celui d'avant parce que l'étiquette est sobre. Il n'y en a pas 30 000, mais par contre, la typo est léchée. Elle est vraiment subtile et c'est pas la typo de tout le monde. Il y a le petit embossage, il y a la couleur. Hein. La couleur aussi d'un jean rose. Honnêtement, je me posais la question parce qu'il y a quelques prospects qui me disaient « Ouais, j'ai un jean super, il a telle couleur, c'est un jean bleu, ou c'est un jean vert, ou c'est un jean rose. » Et ils pensaient être différenciants juste par la couleur qu'ils mettaient dans le jean. Et j'étais assez dubitatif sur le fait que est-ce que tu lances un produit juste parce que tu penses que la couleur va faire vendre. Et en même temps, quand j'étais récemment dans un bar, on était entre potes et en fait, il y avait beaucoup de gens qui avaient choisi un ginto spécifique parce qu'il était rose, le ginto qui était présenté. Et la couleur a donné envie d'acheter. Donc, du coup, je me suis dit, OK, bon, j'ai été dubitatif sur le fait qu'une couleur puisse faire tout un délire, mais ça marche quand même vraiment bien, ce côté rose dans les bars. Donc voilà. Ok, ouais, comme quoi on peut l'esthétique, c'est à tous les niveaux, quoi. C'est même au service, quoi. Ouais. À penser. Donc il y a plusieurs couleurs. Coastal. Ok, Coastal Dry Gin. Ensuite, plus classique, on tombe sur Bombay. Fameux Bombay Sapphire Sunset. Alors là, c'est une édition spéciale qui s'appelle Sunset. Alors moi, j'ai toujours adoré leur bouteille. Et je pense que... je ne sais pas combien ils ont lâché pour avoir cette bouteille. En tout cas, ils l'ont travaillé dès le début. Et franchement, elle est différenciante depuis le début. Bombay, c'est cette bouteille bleue, carrée, un peu longue. Et puis voilà, quoi.
Et là, ce côté orange, alors l'orange qui est la couleur complémentaire du bleu, donc c'est pour ça que là, les visuels sont assez vibrant, ça va bien ensemble. Et du coup, ils ont fait le petit rappel aussi avec peut-être une rondelle d'orange un peu cramée, ou je sais pas, là, dans le Jinto, peut-être. C'est possible, ouais. En tout cas, ah non, c'est qu'il sont... y a de la badiane aussi dans le Jinto. C'est une étoile d'anis. Ok. En tout cas, plutôt cool comme rebranding. On n'a pas l'habitude d'avoir cette couleur orangée dans Bombay, mais voilà, ils n'ont pas choisi la couleur au hasard et c'est plutôt quali. Ensuite, ils ont aussi décliné. Très beau aussi. Ils ont décliné aussi en version Bramble. Donc là, on parlait du rose juste avant. Bah là, ils ont le produit pour conquérir ce créneau également. Et c'est étrange, je me demande si le portrait n'est pas différent aussi. Le portrait de c'est une femme, je me rappelle plus ce que c'est sur Bombay, le logo. Il y a moins que ce soit la reine Victoria ou... Enfin voilà, désolé si je dis une grosse connerie, mais... Voilà. On aura des commentaires de haters. Au moins, ça nous fera des commentaires, hein, tu me diras. Donc, vas-y, dis. Mais il y a moins que ce soit la reine, hein, carrément. Bref. Bon, en tout cas, ils font l'orange, qui est un des deux trucs... Enfin, une des grosses tendances après le pink jean. Voilà, donc ils ont coché les deux cases pour rester in. En tout cas, les packshots hein, des produits qui sont faits là, vue de haut, ils sont vraiment très cool. Hein. C'est parfait pour du marketing. Là. Nickel. Yep. Next, une tequila alors. Celle-là. Tequila, alors celle-là, elle est très très chelou. On dirait en fait un parfum, quoi. Donc je ne sais pas si c'est une tequila en forme de spray ou si c'est vraiment une bouteille. En tout cas, il me semble que c'est vraiment pas une mignonnette, mais quasi. Et apparemment, c'était assez premium. Donc là, j'avoue qu'ils sont un peu perchés des fois hein, sur certains packaging. Bon, au moins, c'est pas une mitraillette ou quoi. C'est déjà un peu plus mieux. Maintenant, c'est dommage. La photo lui rend pas hommage pour le coup. C'est peut-être ça aussi. Hein. Comme quoi, le packshot fait tout. Enfin voilà. Allez, next. Next. Là, je suis beaucoup plus séduit par ça. Ouais, pareil. Et déjà, j'adore ce format de bouteille. Et pour moi, c'est plus un format Prosecco ou vin pétillant. Exactement, ouais. Donc, c'est étrange. Alors, je ne sais pas si c'est pétillant, là, je pense pas. Hein, mais non, en tout cas, c'est pas indiqué. Ça reste, c'est bien tequila, c'est bien, ça a 40%. Enfin, non, pour moi, c'est le produit. Puis voilà, une tequila rosée. Et du coup, bah, ça fait bien le parallèle parce que tu as tequila rosé et tu es dans une bouteille de type Prosecco, tu disais champagne, tu as des champagnes rosés. Du coup, c'est cohérent. C'est le produit qui colle bien à la bouteille réciproquement. Et puis j'aime bien le côté très craft pour le coup de l'étiquette qui est très simple, avec le genre comme si ça avait été coupé un peu à l'arrache, une fin de série avec le mot tequila coupé, les proofs, la 80 proof qui est coupé aussi. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai du mal à savoir si c'est l'œuvre d'un graphiste qui connaît toutes les bases et qui sait s'en éloigner. Parce qu'il y a ce côté où quand on sait faire une étiquette ou quand on sait designer quelque chose et quand on ne sait pas le faire, on voit quand c'est mal fait. Là, ça se voit que c'est bien fait, mais fait pour que ça fasse mal fait. Alors, c'est un petit peu ambigu, mais le fait que ce soit coupé, ça donne ce côté craft. Le fait qu'il n'y ait aussi aucune différenciation de typographie. Là, en gros, j'ai l'impression qu'ils ont... C'est comme s'ils étaient sur Word. Ils ont mis une seule typo, tout au même niveau. Il n'y a pas de logo spécifique ou quoi. Il y a juste la même typo, et soit en majuscule, soit en bas de case. L'interlignage aussi entre les lignes, il est vraiment très resserré, ce qui fait que c'est visuellement un peu plus difficile à lire pour l'œil. Mais c'est étrange. J'ai ce sentiment en tant que graphiste, je me dis, c'est travaillé.
Et c'est pas un graphiste qui savait pas faire et qui est allé sur Word. Donc, pour moi, c'est contrôlé de A à Z. Ouais. Jusque-là, c'est mon préféré, je pense. Voilà, ok. Voilà. Vous nous alors, direz vous aussi, c'est lequel vous avez préféré. Next. London Dry Gin, ouais. Numéro 3. Alors, je sais pas quelle distillerie c'est, ça. Je sais plus, mais ça c'est connu, mais c'est très très sophistiqué, très classe. Enfin, je sais pas, oui. Il y a le côté parfum, il y a le côté. Après, je sais pas, un côté alien aussi. Je sais pas comment le définir. Ah ouais? Ouais. C'est étrange, cette clé qui est gravée au milieu. Alors, après, je me demande les moyens qu'ils ont, ce genre de distillerie, pour faire ces produits comme ça, avec ces bouteilles folles. Après, c'est trop. Pour moi, c'est trop too much. Il y en a trop de partout. Trop d'embossage, trop d'éléments, trop de texte. Mais globalement, c'est beau. Ça donne envie d'être acheté. Je pense qu'en main, elle doit peser, ce qu'il faut. Ça doit donner une sensation. Après, je trouve cool sur le packshot, c'est qu'il est très simple, mais c'est propre. Voilà, il y a pas de composition là avec plein de petits fruits, des petites épices, machin et tout, et puis des ombres travaillées. Non, c'est. Sauf que c'est juste propre. Il doit y avoir un storytelling autour de peut-être la chambre numéro 3, qu'est-ce qu'il y a derrière, etc. Je serais curieux de voir le storytelling derrière. Next. Alors, on est dans les chiffres et les lettres, là. Numéro 44 après le numéro 3. Ou je me demande si c'est pas 44 degrés nord ou quelque chose comme ça. Et donc ça, c'est français. Hein. Et c'est fait à Grasse et c'est en mode parfumerie, là, pour le coup, vraiment de A à Z. Ouais, clairement. Tant en prod que dans le flaconnage, le storytelling, donc ça. C'est français. Ça fait penser à Chanel numéro 5 au final. Hein. T'as ce côté derrière. Alors, pas esthétiquement, visuellement, mais genre rien que un Chanel numéro 5, là, 44 degrés nord. Tu vois, il y a un truc derrière. Mais... Puis il y a un travail sur le bouchon aussi avec le petit anneau là. Enfin voilà. Ouais. Les packshots sont jolis, ça donne envie. Donc je pense que c'est peut-être le seul français là dans le lot. Enfin voilà. Suivant. Parfait. Suivant, Butterfly Gin. Alors ça m'étonnerait pas que ça soit, je sais pas, peut-être turc ou ou un pays un peu Middle West, non je sais pas. On voit qu'il y a des déclinaisons de couleurs, mais là, alors la photo lui rend pas hommage, je trouve, ou le cadrage, quoi. Mais je suis pas emballé par tout le côté. Tout ce qui est opaque. S'appelle. Ouais, bon, déjà le côté opaque, après. Et mosaïque là. Ouais. Je sais pas si... Alors là, je serais intéressant de voir la texture derrière parce que. Il y a des papillons, il y a des sigles, je sais pas, plus fleurs de lys. C'est des fleurs de lys royales, ouais, papillons. C'est vrai que. Bon, ça s'appelle Butterfly, donc. Un peu kitsch. Un peu kitsch, à voir ce que ça donne en vrai, mais un peu kitsch. Par contre, insolite, donc, sélection. Voilà. Et opaque, même commentaire, toujours. Après, ensuite. Tattoo Vodka. Voilà, donc il y a un gin et un rhum également. Moi, j'aime bien ces bouteilles striées comme ça. J'aime bien le côté où l'étiquette, elle est collée en profondeur. Enfin, ouais, y a un petit, ça fait penser à Tanqueray un peu aussi. Ça la cale bien. Ça, j'aime bien. Le bouchon a l'air assez massif, même si on le voit pas trop là, mais... Ça m'étonnerait pas que ce soit russe. Typiquement, les produits un peu, les vodkas russes ressemblent beaucoup à ce genre de trucs très ornementaux, avec beaucoup de dorures. Ou là, c'est de la dorure argentée, marquage à chaud. Et on peut voir beaucoup d'arabesques un peu dans tous les sens là. Et la typo un peu ancestrale, tout ça. Ouais, moi, faudrait voir, mais à mon avis, ça m'étonnerait pas que ce soit russe. À vérifier.
Ensuite, donc, Isle of Harris Gin. Donc ça, pareil, ça revient un peu dans l'esprit des premières qu'on a vues, là, avec le côté marin, coquillage. Ouais. Bah voilà, en plus, c'est Gin Hill, l'île d'Harris. Clairement, ouais, on voit que la bouteille elle est pas régulière, elle est pas parfaitement droite. Ça me fait penser à Isle of Rasay, qui pareil a fait sa bouteille genre moulée dans une roche volcanique de l'île ou quoi. Je me demande s'il n'y a pas le même genre un peu d'idée derrière celle-là. Ça doit être fait en Écosse aussi, non, celui-là? C'est écossais, ouais. Ok. Ouais. Et bah, c'est propre. Ça fait penser au filtre, hein. La bouteille du filtre, typiquement, c'est dans la même aussi. vibe. Ouais. Voilà, puis le petit encart pour l'étiquette, propre. Très propre, ouais. Nickel. Après, j'adore aussi ça. Alors, ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler le style visuel du blending. Le fait, au final, d'avoir aucune charte graphique, vraiment. Juste la base à une typo noir sur blanc, et puis t'en fais pas plus. Très opposé à celle d'avant, dans le sens où là, c'est une bouteille genre apothicaire, totalement générique, comme on peut en trouver chez pas mal de verriers. Ouais. Mais le côté d'alignement comme ça, différents produits, en fait, c'est pas les mêmes produits, mais ils sont tous, ils se ressemblent tous à part le rhum qui est coloré, mais on ferait pas la différence comme ça entre la vodka, le Oldtom au milieu, la 12, le Oldtom à gauche 6. Mais je trouve que ça crée un effet, ouais, le côté apothicaire, le côté... Ah, il y a un côté, ouais... Alors, médicinal, je sais pas. Enfin, ouais, non, apothicaire. Ouais, quasi, ouais, hein. C'est le ça côté volume. Cabinet de curiosité, t'as envie de goûter, en fait. Et après, il y a juste un changement. Bon, forcément, le nom du produit, mais surtout, tu as une étiquette de couleurs différentes. Et ça, en termes de branding, c'est assez bien trouvé, parce qu'au final, tu vas plus dire, bah, je veux la fiole jaune, je veux la fiole bleue, je veux la fiole rouge. Colorette, mais ouais, la petite étiquette qui fait office de scellage, entre guillemets. Mais je pense que c'est un bon exemple, cool. Un peu à l'instar de la tequila rose, là. Comme quoi, avec une bouteille, même une bouteille générique, parce que je suis pas très étonné qu'on me dise que c'est une bouteille qui a été faite sur mesure. Hein. Je pense que c'est une bouteille prise dans un catalogue que tout le monde peut choper. Une étiquette relativement simple, il y a pas, enfin voilà, mais le tout est très très cohérent et ça rend bien, c'est précieux quoi. Ça fait parfumerie aussi. J'aurais limite mis un petit ingrédient dedans. Ça, je trouve ça aurait une petite baie, un petit truc qui reste au fond à l'intérieur du produit, ou une plante ou quelque chose. Je sais pas si c'est viable. Ah ouais, tu penses? Ça casserait le truc, ouais. Pas sûr. Non, là, je trouve que c'est vraiment l'exemple type du truc, en fait, sans aller chercher midi à 14h, tu peux faire un truc très propre, quoi. Avec une bouteille simple et une étiquette simple. Voilà. Et la collerette, effectivement, qui différencie les produits. Next. J'aime bien. Alors, le Modern Love Gin. Modern Love. Bon, la photo cadre pas cadré de ouf, mais bon, c'est un côté un peu... C'est quoi? C'est 70s Ouais, je saurais pas trop dire, mais en tout cas, il y a pas mal de jeux de texture, de forme et de dorure. Donc, je pense que ça doit être très intéressant à avoir entre les mains. Là, digitalement, ça rend peut-être un peu moins bien, et je trouve ça assez classique au final. Tu vas sur un générateur de patterns, tu cliques OK, tu prends le fichier, tu le mets derrière, et après tu rajoutes une police. En fait, c'est bizarre. Globalement, ça peut être bien, mais ça me rend pas fou esthétiquement non plus. Il y a un côté un peu le moderne avec le reste qui fait plus vintage. C'est marrant. Mais après, le produit, lui, a l'air
véritablement moderne puisque c'est un jean qui visiblement est vieilli. Voilà. C'est un jean. Ouais. Après, la collerette, je trouve qu'elle va pas du tout avec, avec ce qu'il y a au-dessous. Ouais. C'est pensé à la collerette du tout premier produit qu'on a vu, beaucoup plus mystique que là, mais bon, après, ouais, c'est les goûts et les couleurs. California, ok. Next, Saigon Baigour Premium Dry Gin. Et bah ça, c'est l'original. Original. Alors, je trouve le fait qu'il y ait... C'est du poivre. Non, c'est pas du poivre, c'est des baies de genévrier. Mais je sais pas, il y a un côté poivré, je sais pas. Surtout c'est couleur poivre, au final. Surtout l'image d'après, quoi. J'aime beaucoup ce côté cuivré. Mais il y a, en tout cas, là, c'est même plus une étiquette, c'est carrément une petite plaque de cuivre ou je sais pas. C'est vraiment un concept. Il y a un gros travail. En tout cas, tu devines tout de suite que c'est asiatique ou quoi. Voilà, il y a. Je me demande juste la taille. Ça doit pas être très très haut. Pourtant, c'est une 70 centilitres. Ok. Quand même. En tout cas, forcément, on repense à cette matière texture qui fait penser à une peau de dragon, je suppose. Parce que Saigon, le logo, ça doit être un dragon, non? Sur l'étiquette, on voit pas trop, c'est petit, mais. Un dragon. Et je sais pas, il y a un côté poivre. Après, il y a un côté moins cool, il y a un côté grenade. Ça peut faire penser à une grenade ici. Donc voilà, quand on a fait les produits insolites, ça aurait pu coller aussi. Ça peut être dedans. Mais c'est cool. En tout cas, c'est une bouteille qui doit coûter cher, pour le coup. Ouais. Alors, celui d'après, Skellig 618. En fait, je suis pas si fou de ce packaging là que ça. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé dans le lot. Non, je suis pas non plus. En plus, j'ai l'impression que l'étiquette est faite d'un seul bout. Il y a cet effet genre transparent. Mais en réalité, c'est qu'une seule étiquette. Après, il y a peut-être un travail sur le fait qu'il y a un motif derrière, à moins que ce soit juste le fond sur la compo. Mais ça doit peut-être être ça. Alors ça, on le voit beaucoup dans les bouteilles de gin. C'est ultra tendance d'avoir un fond à l'intérieur de l'étiquette, à l'intérieur de la bouteille, et avec la diffraction de l'eau, ça donne quelque chose d'un peu distordu. Et il y a certaines marques qui font du très beau travail, notamment des marques australiennes là, qui font ça, où c'est beaucoup plus beau que là. Là, je trouve ça dommage. Les formes sont pas très belles sur le devant et ça vient gâcher ce qu'il y a derrière. Donc, je l'en aurais moins mis devant. Ça manque et un le peu badge, là, il est dégueulasse. De background, je pense. Enfin, de contextualisation, peut-être. Yes, j'aurais pas dû le mettre dans le slide, désolé. Ensuite, nous avons une vodka avec beaucoup de texte. Alors ça a été pas mal primé, ça. C'est une vodka qui a été faite par Stranger & Stranger. D'accord. Et ça a été primé sur pas mal de blogs design, et notamment pour le fait que c'est un peu le premier produit qu'on a vu sur le marché à avoir un texte un peu pour montrer l'authenticité, la marque, etc. Maintenant, ça se fait beaucoup d'avoir les ingrédients en front, en gros, ou une grande phrase, ou nos valeurs, etc. Mais là, c'était un des premiers produits à avoir mis ça sur le packaging. Donc ça, plus la typo, plus l'embossage de la bouteille, plus la petite collerette qui dénote bien, là, le vert avec ce rouge qui flash, c'est sexy, quoi. C'est beau. Côté fin, donc ils mettent en avant le côté recyclage, en fait. Donc c'est fait à base de fruits jetés de café. Bon, okay. Pas à quoi ça correspond exactement, mais voilà, ils mettent en avant le côté pour réduire les déchets, économiser de l'eau et soutenir les fermes. Voilà, bon. À creuser, mais ouais, ça rend bien. Après, je suis peut-être moins fan des bouteilles, elle a l'air très fine. Et ça fait, je trouve des fois, ça fait un peu huile d'olive quand je vois ce genre de flacon. Mais c'est propre en tout cas.
Et on arrive au dernier, je crois, donc qui est un gin du Pays de Galles, probablement. Welsh. Ouais. Alors, je sais pas si c'est la bouteille qui est opaque ou quoi. Il y a un côté Porto sur ce truc. Enfin, clairement, c'est le genre de bouteille qui est un peu perturbante parce qu'elle ne... Je pense que tu la vois de loin, tu ne devineras jamais que c'est du gin. Tu vois, tu t'attendras, je sais pas, c'est une bouteille de Porto, ou c'est un rhum de pirate, ou je sais pas. Ouais, ça fait Porto au rhum brun, ouais, j'avoue. Mais aller deviner comme ça, là, tu vois ça vite fait, que c'est du gin, donc un gin vieilli, visiblement. Donc voilà, un peu à contre-courant. Je sais pas si c'est... Non, c'est peut-être une bonne question, ça. C'est ce qu'il faut... Est-ce que c'est pas une bonne idée de positionnement pour le coup ? Voilà, aller dans le sens de ce que les gens attendent. Donc là, la tequila dans la bouteille qui faisait plus penser à un prosecco. Là, on a le gin dans une bouteille qui fait plus penser à du rhum, du whisky ou du porto. Voilà, parce que si on se voit dans un rayon de gin par exemple, avec que des produits qui vont ressembler à Archie Rose qu'on a vu au début du podcast, au final tes yeux ils vont être là autour de tous ces jeans qui vont se ressembler avec la même bouteille forme jean, avec des jeans transparents, etc. Et bim, dans ce pan de jean, tu vas tomber sur un truc noir et tu vas te dire mais c'est quoi, c'est un jean ou c'est... Et hop, ton œil il va être attiré et hop, tu vas le prendre, tu vas dire c'est un gin, mais c'est marrant, mais il est noir, mais l'étiquette on dirait un rhum, on dirait un porto, je vais le prendre, je vais tester. Donc et puis bon, c'est des décisions inconscientes, forcément, mais pourquoi pas être différent et oser être différent, et là ça pose des questions supplémentaires de positionnement. Donc intéressant en tout cas comme dernier produit. Voilà, donc c'était le dernier. Je sais pas si vous qui regardez en avez un qui vous a plus marqué que d'autres. Moi, je pense que je reste sur la tequila. C'était simple, efficace et un peu à contre-courant. Ouais, la Rosa Blanco Carirosa. Et ouais, pour moi, celle-là est peut-être la Good Vodka. La Good Vodka, ouais. Donc tu disais que c'était Stranger et Stranger. Et Stranger et Stranger. Et la Harbert de tout début là. Ah oui, les bouteilles opaques. Agnès Harbert, bouteille opaque, ça change. Et il y a un côté Malibu pour le côté opaque de la bouteille blanche, c'est marrant. Mais ouais, pour oser un peu la différenciation. Voilà. Okay. 37 minutes. On va couper court. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous dire si ce genre d'aperçu, un peu d'inspiration vous plaît. Est-ce qu'on en fait plus? Est-ce qu'on arrête totalement? Et surtout, laquelle vous avez préférée? Ouais, et si vous avez des bouteilles à nous suggérer qui claquent, n'hésitez pas aussi. Des bouteilles, des sujets, n'hésitez pas, on vous écoute. À bientôt. Et sur ce, voilà, c'est tout pour cette semaine. Abonnez-vous, tout ça, comme d'hab. Ciao. Yes. Tchuss.